Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Qu'on le veuille ou non, les écrans font désormais partie de notre vie, de notre quotidien et davantage de celui de nos enfants. Ces enfants passent en moyenne 2 heures par jour sur Internet et les réseaux sociaux. En moyenne, les élèves qui commencent leur scolarité ces jours-ci passent 3 fois plus de temps sur les écrans qu'il y a 10 ans. La majorité des parents dont les enfants vont sur les réseaux sociaux n'ont qu'une connaissance très approximative de ce qu'ils y font. Environ 20% des enfants déclarent avoir été confrontés de près ou de loin à une situation d'harcèlement. Les enfants qui passent leur journée sur les écrans ont tendance, d'après les études scientifiques, au surpoids à cause de la sédentarité, entre autres, sans parler d'éventuels retards dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Ça, c'est avéré. En 2018, l'OMS a reconnu l'addiction aux écrans comme une maladie, une pathologie à part entière. Le trouble du jeu vidéo sont ainsi rangés dans la même liste que les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, les maladies de l'appareil digestif ou encore les malformations congénitales. En une vingtaine d'années, les entreprises du numérique ont chamboulé nos vies et installé une nouvelle norme sociale, celle de vivre, selon les dernières statistiques mondiales à ce sujet, avec 6 écrans en moyenne à la maison, de consulter un smartphone 200 fois par jour, de regarder des vidéos à n'en pas finir. Comment trouver le juste milieu? Comment préserver nos enfants des dangers des écrans sans les couper de leur monde, un monde en phase de devenir 100% numérique? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le docteur Bouchaïb Karoumi, pédopsychiatre et docteur en neurosciences. Docteur Karoumi, bonsoir. Avec et merci plaisir. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, on a donné là, dans mon introduction, quelques chiffres, mais ça, c'est des statistiques au niveau mondial, européen. Avons-nous au Maroc des chiffres concernant l'exposition des enfants aux écrans? Alors, officiels, je veux dire. Oui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux sur l'utilisation des outils d'Internet, smartphones, ou tablettes ou ordinateurs chez les enfants. Il y a eu des fois quelques enquêtes dans des lycées ou dans des établissements scolaires, mais pas d'études au niveau officiel. Donc, en bonne et due forme, ça, avec un grand C'est échantillon. quelque chose, bien sûr, qui manque, mais effectivement, les études internationales confirment cette tendance qu'on peut retrouver chez nous aussi. Et une tendance à la hausse. Bien sûr. Alors, certains pédopsychiatres occidentaux préconisent quelques règles, comme par exemple de ne pas exposer d'enfants aux écrans avant 3 ans, et puis de 6 à 9, que les écrans soient dans le salon en présence des adultes, et puis à partir de 12 ans, parce que les enfants surfent seuls, là, c'est le moment de discuter, de réguler, de trouver des compromis. Est-ce que vous partagez cet avis et comment les enfants peuvent réguler, parce qu'on ne peut pas complètement bannir dans nos vies L'interface maintenant d'Internet à travers les smartphones ou les tablettes, elle est incontournable. Oui. Donc, on ne peut pas s'en passer. On vient de passer une pandémie de Covid-19 avec restrictions, confinement, et les enfants ont pu continuer leur enseignement en ligne, en étant chez eux. Ils ont passé des examens en ligne et certains parents ont travaillé aussi en ligne. Donc, ça, c'est une donnée qui est indispensable. On ne peut pas l'éviter. Cela dit, les enfants, pour leur développement psychologique et cognitif correct, ils ont besoin d'utiliser leur organe de sens à travers les interactions avec les adultes, par les sollicitations, par les réactions, par les échanges. Et donc, ça, ce sont des choses qui vont stimuler leur maturation psychologique, mais ce sont des interactions réelles. Et les enfants, pour leur développement et leur maturation, ils ont besoin d'interactions réelles. L'exposition excessive à Internet, bien sûr, va altérer cette stimulation réelle. Et du coup, on va arriver à des situations des
des enfants qui vont s'accaparer cet outil et qui vont avoir tendance à rester seuls, à ne pas sortir, et avec des conséquences qui peuvent être étendues sur leur développement. Oui, on va revenir aux conséquences les plus extrêmes, des plus minimes aux plus extrêmes. Aujourd'hui, toutes les tranches d'âge sont concernées et parfois ça commence très très tôt parce qu'on voit des fois des bébés de 4 mois avec un smartphone à la main. Et vous en recevez dans votre cabinet parce que vous, c'est les pédopsychiatres, donc c'est les enfants, j'imagine d'1 an ou 2 ans jusqu'à, vous m'avez dit, jusqu'à 19-20 ans. Oui. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont beaucoup plus exposées au danger des écrans que les autres? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus munis de plus d'outils que les autres? Alors, plus les enfants sont jeunes, plus ils sont vulnérables. Et comme je viens de dire tout à l'heure, que les enfants ont besoin pour se développer d'interactions réelles. Oui. Alors maintenant, c'est vrai qu'il faut éviter l'utilisation ou le recours à des smartphones à des enfants jusqu'à 3, 4 ans. Il ne faut pas du tout leur donner pas d'écran. Et les grands écrans, parce que l'écran, peut-être plus il est petit et plus il isole, plus il est dangereux. Parce que tout ce qui comporte une utilisation d'Internet, l'enfant aura tendance à l'utiliser tout seul. Donc la télé est moins dangereuse. La télé, avec un temps qui est régulé, est moins dangereuse qu'une utilisation de smartphone où là, ils peuvent recevoir des données qui ne sont pas adaptées à leur âge. Ils peuvent avoir des informations angoissantes. Ils peuvent être victimes de vous l'avez dit, cyberharcèlement. Et il y a des personnes adultes qui peuvent se dissimuler dans des profils d'enfants, donc dans les réseaux sociaux, il y a aussi donc des risques. Donc effectivement, on ne peut pas laisser un enfant, quel que soit son âge, on parlera peut-être pour les adolescents, mais jusqu'à l'adolescence, on ne peut pas laisser un enfant libre sans en parler, sans réguler, sans dialoguer avec lui sur le contenu à visiter. Oui, il y a aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui, les adolescents ou les enfants, quand ils regardent beaucoup, ils ont tendance à confondre le virtuel et la réalité. On voit ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs dans d'autres pays, où quand ils ont les armes à portée de main, les jeux violents, les jeux avec des armes, le passage à l'acte devient facile parce que la frontière entre le virtuel, voilà comme on voit ici, et le réel, ils n'arrivent pas à appuyer sur une gâchette. Ça devient comme dans un jeu vidéo. Ouais. Alors là, effectivement, que ce soit le contenu d'Internet, que ce soit les jeux vidéo. Oui. Et surtout, il y a des jeux vidéo qui sont connus et qui contiennent un niveau de violence et d'agressivité qui est incontrôlable. Généralement, on les a obligés à déterminer l'âge pour les jeux. Mais les enfants détournent le problème. Mais voilà, c'est-à-dire vous pouvez trouver un enfant qui a 9 ans qui va utiliser un jeu à son frère qui a 16 ou 17 ans. Et donc, là, c'est le rôle des parents d'être toujours présents et pas de contrôler, mais de réguler et de discuter surtout avec les enfants pour leur dire, pour les sensibiliser sur l'utilisation des jeux qui ne sont pas adaptés à leur âge. Oui, justement, les enfants, les parents, ils sont conscients, ils voient ce problème, ils en souffrent, ils voient que leurs enfants passent beaucoup de temps sur les écrans, ils veulent contrôler, mais la plupart sont dépassés d'abord par la complexité des applications, du contrôle parental. C'est pas forcément leur génération, les enfants sont nés avec un smartphone à la main, et surtout par l'intelligence et l'habilité des enfants qui, eux, c'est leur époque, leur ère, arrivent à détourner. Comment gérer au mieux cette situation, surtout quand il s'agit d'adolescents, sans tomber dans le conflit? Oui. Alors là, je pense qu'il faut que ça commence, dès que l'enfant demande à avoir un smartphone ou à utiliser Internet. Là, il faut établir un dialogue pour sensibiliser l'enfant. Il faut établir des règles et là se mettre d'accord avec l'enfant sur la durée, sur les sites à voir, sur les jeux à utiliser. Et plus l'enfant grandit, plus on change de discours. On ne va pas parler à un enfant de 9 ans comme à un adolescent de 15 ans. Oui. Donc, mais la sensibilisation, elle doit être permanente parce que chez les adolescents,
il y a beaucoup de harcèlement, de raquettes, de chantage. Parfois, ça se fait entre enfants, entre adolescents, donc dans les établissements scolaires. Et ça, les enfants, par expérience, n'oseront jamais en parler ouvertement à leurs parents. Ils veulent toujours cacher par peur de réaction, par peur qu'on leur interdise d'utiliser le téléphone. Et donc, il faut que le contact soit permanent. Il faut habituer les enfants à discuter, à dialoguer et à se mettre d'accord. C'est-à-dire, on se met d'accord sur les jeux, sur la durée, sur l'utilisation. Et bien sûr, on doit veiller à ce que les choses soient respectées de part et d'autre pour établir un état de confiance entre l'enfant et les parents. Quand est-ce que, docteur, on peut parler d'addiction? Quand les enfants passent en moyenne combien de temps sur les écrans ou sur leur smartphone? Est-ce que c'est le temps passé ou est-ce que c'est le comportement et l'attitude? Comment vous pouvez affirmer qu'un enfant est devenu addict et là qu'il est dans une phase maladive? Alors l'addiction, ça va dépendre de la personnalité de l'enfant. D'abord, il y a la durée, il y a l'utilisation excessive, répétée, quotidienne, et comme on a dit, qui peut, si l'enfant a la possibilité d'utiliser le smartphone dans sa chambre, au salon, par la suite, il se crée une dépendance. Et cette dépendance va se manifester par des symptômes légers, surtout quand on empêche l'enfant d'utiliser le téléphone. Il y a d'abord les troubles de sommeil. Ils sont complètement dans un état de manque, comme n'importe quelle drogue. C'est le même symptôme d'une dépendance à une substance psychoactive ou à quelque chose, ou à une habitude. Donc, il y a le trouble de sommeil, il y a les cauchemars, il y a les crises d'angoisse, il y a l'irritabilité qui se manifeste. L'enfant, il change en fait de caractère. Oui, l'agressivité peut-être. C'est le changement qui doit orienter les parents. Et bien sûr, il y a l'irritabilité, il y a l'agressivité, il commence à répondre d'une manière insolente vis-à-vis de ses parents. Il y a les troubles de sommeil, il y a une baisse du rendement scolaire, parce qu'il y a un manque de concentration, il y a un manque de sommeil. Donc, les conséquences vont s'enchaîner et vont se complexer. C'est le changement du caractère de l'enfant et les troubles de sommeil, souvent, qui sont un indicateur de début. Les cas que vous recevez, docteur, dans votre cabinet, est-ce que vous recevez beaucoup plus d'enfants que d'adultes? Sachant que vous êtes psychiatre, vous êtes aussi pédopsychiatre, donc vous recevez beaucoup d'enfants de toutes les catégories d'âge. Généralement, les parents, quand est-ce qu'ils viennent vous consulter? Quand ils arrivent à quel stade? D'abord, très souvent, ce sont des pré-ados ou des adolescents. Ils viennent rarement pour les enfants? Ils viennent rarement, parce que je crois qu'ils arrivent à gérer. À les contrôler encore. Arriver à l'adolescence, ça devient difficile. Les enfants se rebellent, commencent à réagir d'une manière différente. Donc c'est souvent des adolescents et qui commencent à avoir parfois des refus d'aller à l'école, parce qu'il n'a pas bien dormi, parce qu'on a souvent les parents, ils sont excédés par ce comportement, ils enlèvent donc le smartphone, donc ça entraîne des réactions. Donc il y a un enchaînement qui se répercute sur sa vie familiale et sur sa scolarité. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à envisager donc la consultation d'un spécialiste. Il faut dire que l'enfant, quand il arrive à ce stade-là, c'est qu'il a déjà une longue période de dépendance. Alors ça se passe énormément après les vacances, à la rentrée scolaire, après les grandes vacances. Le problème, c'est que maintenant, on a eu les vacances et on a eu 2-3 ans de pandémie où les gens étaient coupés du monde. En 2-3 ans, beaucoup de choses ont changé, beaucoup d'habitudes se sont installées. Ouais. Et ça, c'est au niveau familial. Au niveau familial. Oui. Pas que les enfants, c'est les adultes. Oui, même les adultes. Il y a le mimétisme aussi, les enfants qui voient leurs parents. Alors là, on commence peut-être par soigner les parents. C'est-à-dire que les parents doivent donner le modèle. Moi, je trouve il faut éviter d'utiliser son téléphone pendant le repas familial. Oui. C'est un temps qui est
pour la famille et il ne doit pas y avoir chacun avec un téléphone. Même quand ils sont au salon, il doit y avoir. C'est-à-dire que les parents, les adultes doivent donner l'exemple, mais ils doivent aussi montrer qu'ils savent contrôler leur utilisation. Ils peuvent organiser dans leur journée qu'il y a un temps pour la famille, un temps pour les repas, un temps pour la télévision et un temps pour le téléphone. Mais il ne faut pas que ça soit... Ils se promènent, ils mangent, ils discutent avec un téléphone à la main. Oui. Ça, les enfants, surtout les enfants en bas âge, ils ont le sens de l'imitation. Ils ont les parents comme un modèle. Et donc, s'ils voient les parents qui utilisent le téléphone tout le temps, et il y a des statistiques qui montrent que les parents, il y a des parents qui utilisent toutes les 10 minutes, ils regardent leur téléphone. Et après, si les parents disent à l'enfant il faut contrôler, il faut réguler, bah, c'est un discours qui Même quand c'est pour des raisons professionnelles, il faut essayer de cloisonner. Exactement. Quand on est à la maison, il faut, ne serait-ce que pour que les enfants ne... Mais c'est aussi pour le bien-être des adultes aussi, des parents. Il faut que ça soit séparé. Le temps de téléphone, le temps des repas, le temps de la vie familiale. Chaque chose, on peut faire tout si on arrive à organiser son temps à l'intérieur de la maison. Généralement, docteur, quand il y a des enfants qui arrivent avec un stade d'addiction avancé, est-ce que, à ce moment-là, discuter ou bien soigner avec le dialogue suffit? Ou bien est-ce que parfois on a besoin de traitements d'anxiolytiques ou d'autres? Généralement, comment ça se passe? Qu'est-ce qui donne le plus de résultats? Comme je l'ai dit, souvent on voit des adolescents à ce stade-là ou des jeunes, des lycéens. Et donc ça dépend aussi de la personnalité de l'adolescent. Il y a des adolescents anxieux qui vont devenir beaucoup plus anxieux avec des problèmes de sommeil. Généralement, on se met d'accord sur une procédure pour diminuer l'exposition et pour arriver à une exposition contrôlée. Quelquefois, évidemment, quand les troubles commencent à se manifester d'une manière flagrante, comme des troubles de sommeil ou une anxiété ou même des symptômes dépressifs, on a intérêt à sauver l'équilibre psychique de l'adolescent et à l'aider à réintégrer la scolarité d'une manière rapide. Donc, on peut utiliser d'une manière ponctuelle quelques traitements légers pour l'aider à redémarrer. Vous êtes pédopsychiatre depuis des années et vous êtes passionné par ce monde de la psychiatrie. Vous avez en plus fait un doctorat en neurosciences pour ça. Et vous avez dû constater les changements ces 5-10 dernières années. Est-ce qu'elles sont énormes? Exactement. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport, vous avez toujours été pédopsychiatre, depuis quelques années déjà, mais c'était pour d'autres pathologies, d'autres troubles? Bah, évidemment, je veux dire, quand j'ai commencé, il n'y avait aucun cas de problème d'Internet. Même il y avait les ordinateurs à l'époque. Oui. C'est avec les smartphones et les tablettes? C'est avec les smartphones, avec les tablettes, avec les jeux vidéo. Et donc, le changement, c'est, on va dire, 12-15 dernières années. Parce que d'abord, c'est un domaine qui nous a envahis tous. On ne peut pas fermer les yeux. Donc ça arrive à tout le monde au niveau professionnel, au niveau social, les adultes, les enfants. Maintenant, les écoles utilisent aussi des outils. Ils font faire des exercices ou en ligne. Donc tout ça. Et bien sûr, les parents n'étaient pas préparés à ce phénomène. Et évidemment, ils ne savaient pas s'il fallait contrôler, ils ne savaient pas qu'il y avait l'addiction au bout d'une utilisation excessive. Donc c'est vrai que ces dernières années, le problème est devenu un gigantesque problème pour les parents, pour les enseignants. Et ça, c'est dû aussi à l'importance qu'a pris ce phénomène. Il y a bien sûr pour les enseignants le manque de concentration qui est indiscutable. Il y a même des enfants aujourd'hui qui n'arrivent plus à fixer quelqu'un dans les yeux. Parce que le dialogue, regarder l'autre, discuter. Alors, il y a une règle que vous préconisez et sur laquelle il faut être intransigeant. C'est le moment où il faut arrêter le soir, où il ne faut absolument pas
regarder d'écran quel qu'il soit, grand écran ou petit écran. Ouais. À partir de... Il faut combien de temps avant de s'endormir? Je pense que là, il faut poser tous les écrans minimum 1h30 à 2 heures avant de s'endormir. Et ça ce n'est pas une donnée comme ça. C'est parce qu'on le sait très bien, les lumières bleues dans les écrans des téléphones et des tablettes, quand un enfant amène son téléphone dans sa chambre pour dormir, la lumière bleue empêche la sécrétion d'une hormone du sommeil, la mélatonine, qui ne peut être sécrétée que dans l'obscurité. Donc, on a un retard d'endormissement. Et l'autre chose, c'est quand l'enfant utilise son smartphone avec des réseaux sociaux et échange des informations, des discussions, il stimule son cerveau. Et le sommeil, pour qu'il soit de bonne qualité, a besoin d'un cerveau qui est posé, reposé depuis déjà quelque temps. Même s'il échange avec des amis d'école pour des exercices ou quoi que ce soit, il ne faut pas. Non. Chaque on échange... arrête. 1h30 avant, on arrête. Une question, une réponse, on fait travailler notre cerveau et on excite les neurones et là, on perturbe l'endormissement. Ce qui n'excite pas les neurones, par contre, et qui est sain, même si on fait un effort intellectuel, ça reste toujours la lecture. Alors, ce n'est pas qu'elle n'excite pas, mais c'est l'élément le plus favorable pour l'endormissement. Même si c'est un tout petit, il faut habituer les enfants et les jeunes, même si ce n'est pas beaucoup. Alors, là aussi, je reviens, il faut que les parents donnent l'exemple. Exactement. Il faut que les parents lisent. Il faut que les parents lisent dans la journée, le soir, un livre, un magazine. Il faut que les enfants ils regardent leurs parents ce qu'ils font. Ils vont faire la même chose. Oui. Et donc, habituer l'enfant, dès qu'il commence à lire, même au début, les premières années, temps de premières années de primaire, lire avec lui une histoire, une page, 2 pages, 3 pages, et le lendemain la même chose. Ça va plaire à l'enfant, même si au début ils peuvent être un peu réticents, mais la lecture, c'est un élément tranquillisant pour les enfants et pour les adultes. Il faut limiter l'accès, il faut cacher les tablettes, il ne faut pas donner les smartphones à... Maintenant, on donne à des enfants de 12-13 ans pour être joignables, pour les récupérer devant la porte de l'école. C'est vrai. Ça, c'est vrai aussi. Cette utilité, c'est pour être joignable. Mais je veux dire, voilà, il faut organiser, il faut se mettre d'accord avec l'enfant sur la durée, sur l'utilisation, sur comment choisir les sites. Et ça, c'est un dialogue permanent. Il faut dialoguer, parce que la solution de couper le Wi-Fi ou interdire complètement, ça ne donne pas de résultat, docteur. Il y a des parents qui l'ont essayé, qui sont venus chez vous. Bien sûr. Mais je trouve que c'est une aberration, parce qu'on n'a pas à couper la Wi-Fi pour toute la maison. On doit se mettre d'accord et les parents doivent discuter et dire que c'est la parole des parents qui fait que tu dois arrêter d'utiliser ton téléphone devant nous et pas besoin qu'on coupe pour être sûr. Donc ça, c'est un état de dialogue. Toujours le moyen de... bien sûr, il faut établir ces règles-là. Se mettre d'accord sur parce qu'on ne peut pas les priver complètement, se mettre d'accord sur des moments, peut-être le week-end, réserver un petit moment où il peut... Une courte période dans la semaine parce qu'il y a l'école et il faudra intégrer ça avec les devoirs, avec le temps de repos. Favoriser les activités, il faut essayer. Mais le problème, c'est que là, on parle d'une certaine classe, alors que les gens qui sont les classes les moins nantis, ils n'ont pas la possibilité de faire des activités parascolaires. C'est un problème aussi. Alors ça, c'est un sujet qui, pour moi, est plus prioritaire. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les enfants ont besoin d'un environnement d'interaction réelle. Il n'y a pas mieux que les activités sportives pour stimuler les activités sociales, sensorimotrices. Il n'y a pas mieux que les activités culturelles qui vont stimuler l'imagination et la créativité chez l'enfant. Et faire de la musique, de théâtre, de la danse, de l'art plastique, un sport collectif ou individuel, tout ça, c'est quelque chose qui va stimuler les performances psychologiques chez l'enfant et vont l'aider à se socialiser et à passer plus de temps dans des activités réelles.
Si les parents n'ont pas les moyens, c'est aussi le rôle de l'école de faire ces activités. C'est le rôle principalement de l'école. Alors là, surtout pour les classes. Moi, je pense que c'est le rôle aussi des communes et des villes. Et des communes et des villes. Parce que comment on peut agrandir un quartier, établir le plan d'une ville sans se soucier de faire des espaces verts, des terrains pour les enfants, des écoles de musique ou de théâtre pour les... Ça, je trouve ça, c'est une carence qui est flagrante. Et ça, il faudrait commencer par instaurer ça dans les quartiers pour que tout le monde, toutes les classes sociales. Tous les quartiers populaires. Parce qu'en Occident, il y a le numérique, il y a les écrans, mais à côté, il y a tout ça à portée de main. Alors qu'ici, la seule distraction, pour certains, ça reste les écrans. Oui. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et docteur en neurosciences. Merci beaucoup, docteur Kaloumi. Madame, monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.